Ce n'est qu'au milieu du XVIIe siècle que les souffleurs de verre de Florence commencent à fabriquer des thermomètres calibrés. Il devient alors possible de mesurer en degrés le chaud et le froid. Au lieu de mercure, on utilise de l'alcool bien plus léger. Les thermomètres mesurent plusieurs mètres de long et sont souvent enroulés en forme de spirale. Mais un gros problème subsiste encore, l'absence d'une échelle de température universelle. Il y a différentes manières d'attribuer des nombres aux divers degrés de chaud et de froid. Et ceux qui fabriquaient les thermomètres n'arrivaient pas à s'entendre. Vous aviez quelqu'un à Florence qui en faisait un type, quelqu'un d'autre à Londres qui en fabriquait un autre, et ils n'avaient pas tous la même échelle. C'était difficile d'essayer de standardiser les thermomètres. Imaginez que vous vouliez établir une échelle de température. La solution la plus évidente, comme le savaient les fabricants d'instruments et les expérimentateurs des XVIIe et XVIIIe siècles, c'est de trouver dans la nature une chose dont vous êtes sûr qu'elle a toujours la même température et d'en faire votre point fixe. Une meilleure stratégie encore consiste à trouver deux de ces choses, de façon à avoir un point fixe inférieur, quelque chose de froid, et un point fixe supérieur, quelque chose de chaud, puis de diviser la différence entre ces deux points en 100 petites parties. Le problème était de trouver un phénomène dont on pensait que la température était fixe. Pour le point fixe inférieur, on pouvait choisir la température de la glace juste au moment où elle fond. Ensuite, il y avait un éventail presque infini de candidats possibles pour le point fixe supérieur. Isaac Newton, par exemple, a travaillé dur pour établir ce qu'il appelait une échelle de chaleur. Il a déterminé, par exemple, la température qu'on arrivait tout juste à supporter quand on plongeait sa main dans l'eau chaude. Ou alors la température sous l'aisselle, la température du sang, la température de la cire juste quand elle fond. L'échelle de température la plus simple est conçue par l'astronome suédois Anders Celsius en 1742. Il la divise en 100 parties et c'est elle qui reste la plus couramment utilisée de nos jours. L'échelle originale de Celsius était inversée. Il avait attribué au point d'ébullition de l'eau la valeur 0 et au point de congélation la valeur 100. Et les chiffres augmentaient à mesure qu'on s'approchait du point de congélation. C'est un autre petit mystère non élucidé dans l'histoire du thermomètre. Pourquoi a-t-il gradué l'échelle de cette façon ? C'est le botaniste Linné, président de l'Académie suédoise des sciences, qui après quelques années a déclaré que c'était aberrant et qu'il fallait inverser les deux points pour obtenir ce que nous appelons aujourd'hui l'échelle Celsius. Il y a cependant une question que personne ne songe à poser. Jusqu'où peut-on descendre ? Y a-t-il une limite inférieure absolue? L'idée qu'une telle limite puisse effectivement exister va marquer un tournant dans l'histoire du froid. Tout a commencé avec le physicien français Guillaume Amonton. Il faisait des expériences où il chauffait et refroidissait des volumes d'air pour observer leur dilatation et leur contraction. Maintenant, on va mettre de la glace et voir ce qui se passe. Il a remarqué que quand on refroidit un volume d'air, la pression diminue. Et il s'est demandé ce qui se passerait s'il continuait à le refroidir. En étudiant la température par rapport à la pression, Amonton constate que quand la température diminue, la pression en fait autant, ce qui lui donne une idée extraordinaire. Amonton a commencé à s'interroger sur ce qui se passerait si on prolongeait cette ligne jusqu'à ce que la pression soit égale à 0.
Et c'est la première fois dans l'histoire qu'est apparue l'idée d'un zéro absolu de température. Zéro pression, zéro température. C'était une idée révolutionnaire quand on y pense, d'imaginer que la température puisse avoir une limite inférieure, un point zéro. Dans la partie supérieure, elle peut continuer d'augmenter à l'infini jusqu'à ce qu'il fasse de plus en plus chaud. Mais peut-être existe-t-il un point zéro où tout commence. On pouvait calculer où se situerait ce point zéro. Hamilton n'a pas fait ce calcul, mais d'autres l'ont fait plus tard, et ils ont obtenu une valeur qui n'était pas très éloignée de la valeur moderne, environ moins 273 degrés Celsius. D'un seul coup, Hamilton réalise que si la température peut continuer à augmenter à l'infini, elle ne peut pas descendre plus bas que ce point absolu. Mais pour lui, c'est une limite théorique, pas un objectif qu'il faut tenter d'atteindre. Avant que la science puisse progresser en direction de ce point zéro, bien inférieur aux températures les plus froides trouvées sur Terre, il faut résoudre une question fondamentale. Pour la plupart des scientifiques, il ne fait désormais plus aucun doute que le froid est simplement l'absence de chaleur. Mais savoir ce qui se passe exactement quand on chauffe ou refroidit une substance suscite toujours de vives polémiques. L'argumentation d'hommes comme Hamilton reposait entièrement sur l'idée que la chaleur est une forme de mouvement et que les particules se rapprochent les unes des autres à mesure que la substance dans laquelle elles se trouvent refroidit. Malheureusement, la science du froid est sur le point de subir un sérieux revers. L'idée que le refroidissement est dû au ralentissement des particules commence à tomber en défaveur. À la fin du XVIIIe siècle apparaît une théorie concurrente. Une théorie extrêmement séduisante, mais totalement fausse. Baptisée la théorie du calorique, elle a pour fer de lance le grand chimiste français Antoine Lavoisier. Comme la plupart des savants de son temps, Lavoisier est un riche aristocrate qui finance lui-même ses recherches. Lui et sa femme, qui l'assistent dans ses expériences, font même réaliser leur portrait par le célèbre peintre David. Lavoisier réalise des expériences pour étayer l'idée que la chaleur est une substance, un fluide sans masse, qu'il appelle le calorique. Il a toujours été très préoccupé par l'idée qu'il y avait dans l'air atmosphérique un élément qui pénétrait dans les corps et qui modifiait leurs conditions. L'exemple le plus simple, c'est de dire que s'il y avait de la chaleur venant de l'air atmosphérique qui se projetait sur de la glace, la chaleur entrait dans la glace et la glace devenait de l'eau. Pour mesurer le calorique, Lavoisier conçoit un appareil auquel il donne le nom de calorimètre. Il remplit de glace le compartiment extérieur et réalise dans le compartiment intérieur des expériences générant de la chaleur et incluant parfois des animaux. Son but est de déterminer la quantité de calorique dégagée. Il recueille l'eau issue de la fusion de la glace et la pèse pour calculer la quantité de calorique générée. C'est un modèle très difficile à réfuter si vous acceptez qu'il existe une substance sans masse. Pour Lavoisier, la chaleur, le calorique, est un élément au même titre que l'oxygène ou l'azote. L'oxygène gazeux est fait d'oxygène et de calorique. Enlevez le calorique et l'oxygène pourrait se liquéfier. C'est un modèle très difficile à remettre en question, parce qu'il explique beaucoup de choses, et aussi parce que Lavoisier était un chimiste très éminent. Pourtant, sa théorie du calorique a rapidement été mise à mal. Un homme est convaincu que Lavoisier se trompe.
et il est déterminé à réduire à néant la théorie du calorique. Son nom, le comte Rumford. C'est un personnage haut en couleur. Né en Amérique, il a espionné pour le compte des Anglais pendant la Révolution américaine et après avoir été forcé à l'exil, est devenu ministre de l'électeur de Bavière. Parmi ses diverses responsabilités, il est chargé des manufactures d'armes et c'est là, dans les années 1790, qu'il commence à réfléchir à la manière dont il va pouvoir réfuter la théorie du calorique grâce au forage des canons. Rumford a remarqué que la friction produite par le forage d'un canon générait beaucoup de chaleur. Il décide de faire des expériences pour la mesurer. Il modifie la machine pour qu'elle produise encore plus de chaleur en l'équipant d'un foret émoussé dont l'extrémité est immergée dans l'eau. À mesure que le foret s'enfonce dans le canon, la température de l'eau augmente jusqu'au point d'ébullition. Plus le forage dure longtemps, plus la quantité de chaleur produite est importante. La théorie que Rumford avait élaborée sur le calorique à l'issue de ses travaux sur le forage des canons était l'antithèse de la théorie de Lavoisier, puisque Lavoisier pensait que la source de la chaleur et du calorique était dans l'air atmosphérique et que Rumford a très bien démontré qu'en réalité, la source de la chaleur, c'était la friction sur le métal. Malgré tous les efforts du comte Rumford, la théorie de Lavoisier reste dominante jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Son prestige scientifique est tel que peu osent remettre ses idées en question. Un prestige qui ne le protège pourtant pas du chaos de la Révolution, qui va bientôt interrompre ses recherches. Au plus fort de la terreur, il est arrêté, puis guillotiné. Il n'a pas été guillotiné à cause de ses recherches scientifiques, mais parce qu'il faisait partie des fermiers généraux chargés de collecter les impôts, et que rien n'était plus impopulaire qu'un collecteur des impôts. Après son exécution, sa femme a quitté la France et a rencontré Rumford quand celui-ci s'est installé en Europe occidentale au début des années 1800. Rumford l'a épousée, il a donc épousé la veuve de l'auteur de la théorie qu'il voulait contredire. Rumford est un homme très ascétique, très autoritaire, qui ne boit pas de vin, qui mange peu, qui n'aime pas la vie sociale, qui ne s'intéresse en fait qu'à la science et qui a ses idées philanthropiques de soupe populaire, de fourneaux économiques, enfin tout sujet qui laisse Madame Lavoisier complètement indifférente. Il l'empêche de sortir, il l'empêche de recevoir des amis, elle se venge en arrosant ses roses avec de l'eau bouillante. Bref, la vie devient intenable et tout Paris se moque d'eux parce que leur couple devient assez ridicule. Et au bout de 4 ans donc de vie conjugale, ils divorcent. Après avoir quitté Madame Lavoisier, Rumford consacre le reste de sa vie à son premier amour, la science. Il faudra attendre près de 50 ans pour que sa théorie de la chaleur et du froid soit enfin acceptée. Il continue d'encourager la science en fondant la Royal Institution de Londres. Et c'est dans cette ville que va survenir la prochaine grande avancée dans la conquête du froid.